Bonjour et bienvenue sur ce live Twitch consacré à notre masterclass Diversité, Égalité et en direct sur notre campus de 3IS Paris-Ouest. J'en profite pour saluer nos collègues et amis des campus 3IS de Lyon, Bordeaux, Nantes et puis naturellement notre futur campus de 3IS Avignon. Nous recevons aujourd'hui une invitée de marque, Agnès Salle. Bienvenue, et pour cela je suis entouré de Tila Eravu, qui est actuellement une étudiante en 3e année son et qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Femmes du son, et de Thomas Brigger, qui est directeur des relations internationales 3IS et référent égalité, diversité sur le campus de Paris. Agnès Salle, bienvenue, bonjour. Bonjour à vous, je suis ravie de vous avoir enfin rejoint après un périple un peu long jusqu'à vos locaux, mais je suis là. Mais écoutez, c'est un plaisir en tout cas. De manière à vous présenter et à vous recevoir dignement, je me suis permis de rédiger un petit mémo dont je souhaiterais vous donner lecture. Vous êtes né un 8 décembre à Tunis. Vous étudiez à l'Institut d'études politiques de Paris et vous intégrez l'ENA, l'École nationale d'administration, en 1983 au sein de la promotion Solidarité, ce qui est déjà un signe fort de votre engagement. Votre carrière vous mène très tôt au ministère de la Culture, puis au CNC, le Centre national de la cinématographie, en tant que directrice administrative et financière. Vous travaillez ensuite au cabinet de plusieurs ministres de la Culture, directrice générale de la BNF, aussi Bibliothèque nationale de France, puis du Centre Georges Pompidou. Après avoir été présidente de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, vous êtes nommée haute fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations, puis à la responsabilité sociale des organisations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture. Forte de ce parcours culturel passionné et socialement engagé, c'est avec un plaisir réel et un grand honneur de vous accueillir, chère Agnès Salle, dans ce cadre de notre masterclass Égalité-Diversité. Merci pour cette présentation. Dire en effet que mon parcours est marqué par une inscription très forte dans le champ de la culture, des arts, des médias, de l'audiovisuel, du cinéma, par goût personnel et puis aussi par conviction de l'importance du rôle que jouent ces disciplines artistiques et culturelles dans la construction d'une conscience citoyenne, d'une conscience démocratique, d'une conscience républicaine. Et finalement, le fait aujourd'hui d'être chargé au ministère de la Culture dans l'ensemble du champ culturel et artistique, public, mais aussi privé, de la promotion de ces valeurs si importantes que sont la diversité au sens de la prévention des discriminations et l'égalité entre les femmes et les hommes, ma foi, c'est une poursuite qui me semble, avec un peu de recul, assez logique et assez formidable de ce que j'ai pu faire auparavant à la direction générale, à la tête d'un certain nombre d'institutions culturelles qui ont été rappelées. Je vais commencer par une première question. C'est quel périmètre souhaitez-vous définir durant cet échange sur l'égalité et la diversité ? Alors, le périmètre sur lequel je travaille maintenant depuis à peu près 5 ans et demi, presque 6 ans, au ministère de la Culture, est un périmètre que j'ai moi-même, et c'est une chance, défini comme étant extrêmement large, extrêmement extensif. Au départ, on m'avait demandé de m'intéresser plutôt au sujet de l'égalité professionnelle et de la diversité dans le périmètre restreint du ministère de la Culture lui-même et de ses établissements publics. Vous savez peut-être qu'au sein du ministère de la Culture, on a un certain nombre d'agents qui travaillent en administration centrale, en administration déconcentrée, les directions régionales des affaires culturelles. Et puis on a tout un réseau d'établissements publics, 80, parmi lesquels on trouve les grands musées, l'Opéra national de Paris, l'Opéra comique, la Bibliothèque nationale de France, etc. Mais il m'a semblé très vite que limiter le travail de prise de conscience, d'identification des obstacles et de définition des
procédures, des leviers d'action en matière de prévention des discriminations, ce travail serait trop restreint, trop limité et finalement assez inefficace s'il ne concernait que ce périmètre, d'où ma volonté tout de suite de travailler aux enjeux d'égalité et de diversité dans l'ensemble du champ culturel et artistique, incluant donc les institutions qui relèvent non pas directement de l'État, mais des collectivités territoriales, incluant également tout un champ proche du secteur, proche ou appartenant au secteur privé, par exemple dans l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, dans le secteur de l'architecture, l'ensemble du champ de l'architecture qui relève du secteur privé, dans le secteur musical, toutes les entreprises qui relèvent par exemple de l'industrie phonographique ou de l'activité privée, et donc l'ensemble des secteurs artistiques et culturels sont concernés. On a entendu parler récemment du plan interministériel mis en place par Elisabeth Borne contre le harcèlement scolaire. Quelles ont été vos actions sur ce plan-là ? Alors, pas directement dans le champ de l'éducation nationale, puisque, bien entendu, ce sont deux ministères différents, l'éducation nationale. J'y ajoute d'ailleurs un autre partenaire important, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec lequel on travaille beaucoup, et le ministère de la culture, qui est encore une autre administration. Et nous n'avons pas, nous, à intervenir directement dans le domaine des établissements scolaires, qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale. Pour autant, nous avons à plusieurs titres des actions communes. Pour parler plus spécifiquement de la question du harcèlement scolaire, nous avons nous-mêmes, au ministère de la Culture, un réseau de 99 établissements d'enseignement supérieur culture, qui sont les écoles d'art, les écoles d'architecture, la FEMIS, dont vous avez certainement entendu parler, les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, l'Institut national du patrimoine, l'École du Louvre, donc tout un réseau d'écoles qui maillent l'ensemble du territoire national et au sein desquelles nous avons, dès les années 2018-2019, lancé des actions assez vigoureuses, parce que très nécessaires, sur la promotion des valeurs d'égalité et de diversité, et aussi sur un plan très important, qui se poursuit évidemment aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais fini avec ces sujets-là, de prévention et de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Puisque, alors nous avons ces 99 écoles qui représentent à peu près 37 000 étudiantes et étudiants, et nous savons que dans ces établissements, les questions de violence sexuelle et sexiste existent et qu'il était donc plus que nécessaire pour le ministère de la Culture et pour les directions de ces établissements de s'emparer réellement de ces sujets et bien au-delà des discours, des bonnes paroles, des bonnes intentions et de mettre en place toute une série d'outils à la fois de formation, de désignation de référentes et référents, de procédures d'enquête interne, de sanctions s'il le faut, de signalement à la justice, de protection des victimes. Et donc, même si ça n'est pas exactement le cadre dans lequel la Première ministre a pris des mesures et le ministre de l'Éducation nationale en matière de harcèlement scolaire, nous avons nous-mêmes, au sein de nos établissements d'enseignement supérieur culture, un gros travail qui a déjà été entamé, mais qui doit se poursuivre sur les notions de harcèlement, et notamment de harcèlement sexuel et sexiste. C'est une mobilisation générale, en fait, à la fois de tous les ministères et puis également du corps étudiant, parce que même à l'intérieur des écoles, on assiste aussi à des campagnes de promotion, vraiment pour libérer la parole, etc. Mais nous avons vraiment, en matière de violence sexuelle et sexiste, érigé le principe de tolérance zéro. Et ce n'est pas qu'un principe qui fait bien dans le paysage, parce qu'on a quand même, on arrive après des décennies d'hypocrisie, de lâcheté, d'impuissance, où rien n'était fait. On savait que ces phénomènes de violence sexuelle et sexiste existaient,
partout, peut-être pas davantage dans le secteur culturel que dans d'autres domaines, mais pour autant, chez nous, ils existaient, mais ma foi, personne ne faisait grand-chose. À partir de ces années-là, et j'avoue que MeToo nous a beaucoup aidés et a porté ce mouvement au niveau d'exigence souhaitable, nous avons vraiment mis en place toute une série de dispositifs qui vont quand même jusqu'à quelque chose qui, je pense, en tout cas j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, n'existe pas ailleurs, ni dans d'autres secteurs en France, ni dans d'autres pays, en tout cas européens, qui est le principe d'un conditionnement de l'attribution des aides financières publiques par le ministère de la Culture au fait que les structures qui sont demandeuses et potentiellement bénéficiaires d'aides financières du ministère doivent, pour en bénéficier, répondre à une série d'exigences en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en mettant en place elles-mêmes toutes ces mesures, et on les y a évidemment aidées, de formation, sensibilisation, désignation de référents, désignation également de procédures protectrices et d'accompagnement des victimes présumées et de sanctions à l'égard des personnes dont on aura prouvé la culpabilité. Et donc, ce sont des exigences de départ qui couvrent tous les secteurs culturels et artistiques et qui, finalement, imposent aux structures qui souhaitent être aidées financièrement par le ministère de la Culture de s'être elles-mêmes outillées, armées contre ces dispositifs. Je ne veux pas dire du tout que tout est parfait et qu'aujourd'hui, on ne constate aucun phénomène de ce type. Mais pour autant, le signal envoyé par le ministère de la Culture est suffisamment fort pour dire que pour bénéficier de subsides publics, de subventions publiques, ma foi, il faut réellement prendre la mesure de ces problèmes et les traiter réellement. En tout cas, visiblement, les ministères ont entendu, en effet, parce que nous, par exemple, on a le référent réalisation audiovisuelle sur le campus de 3IS Bordeaux, qui est un jeune réalisateur qui a réalisé un film qui s'appelle « Je te faisais confiance » sur le harcèlement scolaire, parce que très tôt, en fait, de sa propre expérience, il s'est rendu compte, il a constaté vraiment un certain nombre de phénomènes indésirables, notamment, et d'un harcèlement très fort, et ce qui lui a donné l'idée de produire et de réaliser ce film, qui a été présenté justement dans les ministères aussi, à titre de témoignage. Voilà. Tilay, je pense que tu as des obligations professionnelles, donc on te remercie infiniment de ta présence et d'avoir préparé également donc cet entretien. Merci à vous. Avec nous. J'étais ravie de vous rencontrer pour ce court échange, du coup. D'autant plus que vous êtes dans une filière son. Ouais. Ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est une filière où il n'y a pas encore tant de filles qui exercent. Veux-tu dire quelques mots sur Femmes du Son ? Ouais, c'est un compte Instagram collectif un peu que j'ai créé en 2022, du coup j'avais 19 ans. Et c'est un compte qui met en avant le travail de femmes qui travaillent dans le son. Ça les valorise dans leur travail. J'ai des interviews, j'ai des tutos, j'ai aussi des collaborations avec des marques. Et en bio, là on peut le voir, il y a une liste et toutes les femmes qui travaillent dans le son peuvent s'inscrire dessus. Il y a marqué, il y a toutes leurs coordonnées, tous les lieux où elles peuvent résider. Et si des personnes ont un projet ou une idée de projet, ils peuvent les contacter via cette liste. Et c'est souvent des personnes qui recherchent la parité et la diversité dans leur tournage, surtout en tournage, parce qu'on en a de plus en plus besoin du 50-50, du ratio. Et donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le collectif 50-50, c'est un très bon collectif de l'audiovisuel. Un très bon partenaire à moi, et on travaille avec 50-50 justement depuis 2018, qui a été l'année phare, pardon si je dévie un peu du déroulé, puisque c'est très emblématique finalement de la manière dont on peut travailler en s'alliant à des collectifs, à des associations qui sont évidemment très en pointe sur ces sujets d'égalité et de diversité et qui sont pour moi des alliés et des partenaires formidables. Et ainsi, avec 50-50, avec le collectif 50-50, nous avons mis en place, il faut le dire, grâce à la volonté de la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, et avec le CNC, avec le Centre national de la cinématographie, ce premier dispositif très intéressant auquel vous faisiez allusion, Tilay, qui est un dispositif de bonification
des aides publiques, en l'occurrence du soutien automatique à la production cinématographique, une bonification de 15% du soutien si le plateau de tournage d'un long métrage, enfin d'un film, long métrage ou court métrage, peu importe, si le plateau est paritaire. Et nous avons énuméré une liste de postes d'une dizaine de postes donc, et si on atteint le ratio de 50% de ces postes occupés par des femmes, automatiquement, le soutien automatique mobilisé pour le tournage du film est majoré de 15%. Et aujourd'hui, alors qu'au départ, avant la mise en place de cette bonification, on avait à peine 20% des films qui auraient pu prétendre à cette bonification. Aujourd'hui, je faisais le point encore ce matin avec le CNC, on a 34% des films éligibles à la bonification. Alors 34%, vous me direz, c'est pas encore 50%, et c'est pas encore 100% non plus. Mais n'empêche que la progression est intéressante et significative. Il y a un vrai progrès, absolument. Voilà. Je me permets de continuer avec des questions. Qui dit égalité ne dit pas forcément diversité. Qu'est-ce qui est le lien entre les deux et comment on peut l'utiliser afin de combattre toutes les inégalités? Quand on dit qu'on est à égalité de chance dans nos sociétés aujourd'hui, c'est faux. Parce qu'on sait très bien que certaines sont empêchés par différents facteurs qui empêchent la réalisation de l'objectif, de l'idéal de l'universalisme républicain. Et donc, notre travail à nous, c'est de faire en sorte d'identifier les obstacles et de prendre les mesures, trouver les solutions capables de surmonter ces difficultés. Et en la matière, et ça peut être un élément intéressant de réponse à votre question, ce que nous avons mis en place en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ce sont finalement des formules, des processus, des solutions qui sont, en tout cas qui peuvent être également efficaces en matière de traitement des autres formes d'inégalité et de discrimination. Ce qu'on a trouvé comme solution pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes peut tout à fait servir à promouvoir également l'égalité de chance, l'égalité d'accès pour les personnes qui aujourd'hui, du fait de leur origine ethno-raciale, du fait de leur orientation sexuelle ou identité de genre, du fait de leur état de santé, du fait de leur handicap, du fait d'autres facteurs, sont aujourd'hui en position défavorable par rapport à d'autres composantes de la société. Qu'est-ce que sont des faits concrets ou des actions concrètes que vous, au niveau du ministère, vous pouvez faire, et quelles sont des actions que nous, en termes de membres de la société de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parle toujours dans le secteur de la culture, hein. On va rester dans ce secteur-là pour le moment. C'est déjà ambitieux. En fait, la responsabilité publique de l'État, des ministères, des structures publiques me semble extrêmement importante. Parce qu'on a, malgré tout, deux formes d'action, à la fois une action directe et puis une action d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il est très difficile, il aurait été très difficile d'aller donner des leçons au secteur privé, par exemple aux grandes entreprises du jeu vidéo, de l'industrie phonographique, du cinéma, de l'audiovisuel, pour en rester au secteur qui vous concerne plus particulièrement, si nous n'avions pas au départ, pris des mesures très radicales et très fortes pour nos propres structures relevant directement du ministère. Et ces mesures, quelles sont-elles? C'est à la fois des mesures de nomination, et par exemple, en termes d'égalité femmes-hommes, on a réalisé un certain nombre de progrès quantifiables, qui sont chiffrés, qui sont mesurables, qui sont assez significatifs. Par exemple, je parlais tout à l'heure des établissements publics de la culture, les grandes institutions culturelles. On en a 80. Et quand on a commencé à travailler sur ces sujets, dans les années 2017-2018, on avait à peine, un peu moins même, de 30% de femmes dirigeant ces institutions. Alors même qu'au ministère de la Culture, dans tout le périmètre, il y a plus de 50% de femmes qui travaillent. Donc on n'est pas en panne ou en mal de vivier. Mais les établissements publics n'étaient dirigés par des femmes qu'à hauteur de moins de 30%. Aujourd'hui, en 2023, donc, on a
43% de nos établissements publics qui sont dirigés par des femmes. On n'est pas encore à la parité, mais n'empêche que le mouvement de nomination a été fort et qu'il s'est également exercé, ce mouvement, à l'égard de beaucoup de structures culturelles œuvrant notamment dans le champ de la création artistique, par exemple les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les scènes de musiques actuelles, enfin, tout ce réseau d'institutions culturelles qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national et qui font vivre finalement la culture sur les territoires. Donc déjà ce pouvoir de nomination qui est fort, qui est parfois partagé avec les collectivités territoriales, mais dans lequel évidemment le ministère de la Culture a un rôle éminent à jouer. Et puis le ministère de la Culture distribue des montants très considérables de subventions, et c'est important que le ministère, il commence vraiment à le faire, s'intéresse et s'interroge sur la manière dont ces fonds sont attribués ou pas de manière égalitaire. Parce que c'est très intéressant de se dire finalement que les femmes, pour toujours rester sur la question de l'égalité, les femmes, aujourd'hui, dans le domaine de la production et de la réalisation cinématographique, on a à peu près 25 ou 26% en France de femmes réalisatrices de cinéma. Bon, on est encore très très loin de la parité, mais ça a progressé. Mais si on regarde les moyens financiers dont disposent les femmes réalisatrices pour tourner un film de long métrage, on se rend compte que ces moyens financiers sont encore inférieurs, ça varie un peu d'une année sur l'autre, mais sont encore inférieurs d'à peu près 30, 35, voire 40% aux moyens financiers dont disposent les hommes réalisateurs pour tourner leurs films. Et il est évident que le film que vous tournez avec un budget inférieur de 40% n'est pas le même que celui que vous tournez avec un budget supérieur de 40%. Et donc, se dire que cette question des moyens financiers attribués joue un rôle important dans la visibilité, dans la reconnaissance, dans la manière d'être exposé au regard du public, c'est quelque chose de très fort. De même, dans l'attribution de subventions publiques aux compagnies de théâtre, de musique, de danse sur l'ensemble du territoire, veiller à ce que les femmes qui dirigent ces compagnies disposent de budgets identiques, ou en tout cas proches, similaires à ceux dont disposent les hommes qui dirigent ces compagnies, c'est quelque chose de très important. Ce qui je trouve très intéressant ou souvent très difficilement aussi à quantifier, c'est la relation ou le lien qu'il y a l'égalité avec le pouvoir. Je veux dire, pouvoir, ça peut être pouvoir politique, pouvoir économique, le pouvoir en général, du genre dans certaines entreprises, dans certains lieux culturels, ou voilà, ça peut prendre plusieurs différentes formes. Comment vous voyez le lien, comment il a évolué et comment il va évoluer encore dans le futur? Quand on travaille sur l'égalité, notamment femmes-hommes, mais c'est également transposable à la volonté de promouvoir des personnes, pour l'instant, écartées du fait, justement, de leur origine ethno-raciale, orientation sexuelle, etc. Finalement, on se dit qu'on va casser un système, et même une systémie, d'inégalité, un schéma dans lequel finalement le patriarcat était prévalent. Il a été pendant très 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 longtemps. Et patriarcat, mais également possession du pouvoir au sein d'un petit, plus ou moins petit, groupe de personnes caractérisées par leur origine. Ce sont en règle générale, donc je l'ai dit, des hommes blancs, des hommes hétérosexuels, plutôt quinquas ou sexagénaires, qui détiennent encore un peu le pouvoir de décision, le pouvoir de faire, le pouvoir de concevoir, de créer, de produire dans nos secteurs culturels et artistiques. Et donc, à partir du moment où on érige en principe le fait que l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis également les autres formes de diversité, doit prévaloir, on s'attaque finalement à une forteresse qui
qui est dure à conquérir, qui est celle justement du pouvoir détenu par ceux qui auront à un moment donné, et le plus tôt possible, à mes yeux en tout cas, qui auront à le partager, ce pouvoir. Mais je pense que les évolutions assez récentes, les évolutions de la société, les attentes sociétales font qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile de prétendre que le combat pour l'égalité, le combat pour la diversité ne sont pas des exigences démocratiques urgentes, immédiates, et que finalement, on peut, c'est un discours qu'on nous a seriné pendant très longtemps, on peut se contenter d'attendre que spontanément, naturellement, l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, prenne toute sa place dans la société. C'est faux. Et en réalité, sans mesures contraignantes, sans mesures positives en la matière, on sait pertinemment que, à moins d'attendre encore 2 siècles, et on n'a pas le temps d'attendre et on ne veut pas attendre, ces évolutions-là ne se feront pas naturellement. Comment on peut briser ces stéréotypes, biais, souvent inconscients, je l'admets, parce que je pense qu'on a tous, on est tous grandis dans un certain système de biais qu'on ne peut pas juste enlever comme ça. Comment vous pensez qu'on peut briser ces stéréotypes sans finir dans la quota ou dans dire vous devez faire ça ou pas autrement, pour laisser une certaine liberté créative? Alors effectivement, on a 2 principes qui semblent s'opposer. Le principe sacro-saint de la liberté d'expression, de la liberté de création. Personne, ni ici ni ailleurs, ne veut entraver, ce serait une catastrophe, la liberté de création. Et puis, en parallèle, il y a ces obstacles dont on parle depuis tout à l'heure, qui empêchent certaines et certains d'accéder à la simple possibilité de créer, de se produire, d'être connu, d'être vu, d'être reconnu. Et il faut arriver à concilier ces deux volontés. Alors, s'agissant justement des stéréotypes, il y a plusieurs sortes de réponses. Déjà, d'une part, qui écrit les récits ? Qui, par exemple, est scénariste, qui est auteur ou autrice de pièces de théâtre qui vont être données, qui rédige les scripts des films, des séries télévisées, etc. Et donc, déjà, introduire de la diversité dans la population de celles et de ceux qui ont vocation à raconter, à écrire, c'est déjà une étape fondamentale. Et non seulement c'est une étape fondamentale en termes d'égalité, donc une valeur démocratique éminente, mais c'est également une valeur fondamentale parce que il me semble, et j'en suis vraiment, moi, intimement convaincue, que donner la parole, et donner la plume, si on peut dire, à une diversité de personnes qui vont raconter des histoires différentes du fait justement de leur histoire personnelle, du lieu d'où elles parlent, est un facteur formidable d'enrichissement, de diversification, d'imaginaire renouvelé, plutôt que de rester finalement toujours dans une espèce d'entre-soi où ce sont les mêmes issus des mêmes études, des mêmes villes, des mêmes quartiers, qui vont raconter des histoires et qui vont ensuite donner lieu à des films, à des séries, à des documentaires, à des pièces de théâtre, etc. Donc déjà, faire en sorte que, au départ de l'écriture, on ait cette diversité. Et puis, on dit, les rôles ne sont pas écrits, peut-être, mais d'un autre côté, tout rôle a vocation à être incarné par toute personne. Quand, par exemple, on se rend compte, au travers de l'étude Inégalité, que les personnes d'origine ethno-raciale différentes avaient, et sans doute ont encore aujourd'hui, dans les films tournés en France, des rôles qui sont quand même sacrément assignés, on se dit que rien n'empêche que dans, par exemple, une série télévisée, on confie le rôle, je dis n'importe quoi, du médecin, de l'avocat ou de l'avocate, de l'homme ou de la femme politique, à une personne qui, justement, qui n'est pas blanche. Rien ne l'empêche, a priori, et pourtant, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on garde toujours en soi des stéréotypes qui semblent finalement
extrêmement rigides, et vous avez raison de dire qu'ils ne sont pas toujours conscients, ces stéréotypes. Donc il faut les briser, il faut les rendre, enfin, il faut en être conscient déjà, et il faut les briser pour dire que finalement, toute personne a vocation à occuper ces rôles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se rendent compte que la diversité, c'est un atout très positif en termes professionnels et en termes personnels? C'est quoi les atouts, par exemple, qu'on devrait mettre en avant pour que tout le monde se rende compte que de base, ça peut être beaucoup mieux. C'est pas juste quelque chose qu'il faut faire parce qu'on me le demande ou parce que c'est une valeur républicaine, mais parce que ça apporte vraiment quelque chose. Ah, ça, on en est mais vraiment intimement convaincus. Alors, pour parvenir à cette prise de conscience-là, il y a pas mal d'outils. Alors, évidemment, le premier, c'est quand même l'éducation. Vous me direz qu'il échappe, cet outil-là, assez largement au ministère de la Culture, parce que l'éducation, ça commence à l'école, ça commence dans les familles, et on se dit que c'est déjà là que devrait se jouer un certain nombre d'actions positives pour prouver que l'autre, finalement, l'autre avec un grand A, quel que soit cet autre, n'est pas un danger, n'est pas une menace, mais au contraire est une richesse, est un facteur d'ouverture, de dialogue, de générosité. Je vous dis, enfin, l'état actuel de la société n'est pas complètement le reflet de ce que je dis là aujourd'hui. Mais pour autant, c'est quand même un objectif que je pense nous devrions toutes et tous poursuivre. Mais dire que c'est l'éducation qui est à la base de tout, c'est vrai, mais en même temps, c'est un peu dangereux parce que ça risque de nous dédouaner d'actions positives qui ne relèvent que de nous. Parce que dire finalement c'est à l'école que tout se passe, oui d'accord, mais nous, dans les secteurs culturels et artistiques, on n'a pas de prise sur l'enseignement, sur l'école, et pourtant nous avons une responsabilité. Et donc on se dit qu'on a des actions à conduire. On a évoqué quelques-uns des outils. Il y a l'action de la formation, de la sensibilisation, qui est très, très efficace. Quand on a, par exemple, déroulé dans un domaine bien particulier, qui est la prévention des violences sexuelles et sexistes, toute une action de formation, avec des notions juridiques, mais des actions également, des notions extrêmement pratiques. On a formé dans le champ culturel du ministère de la Culture, plus de 9500 personnes en 2 ans, ce qui est énorme, parce qu'on a eu la volonté de le faire. Je peux vous dire que les personnes qui sortaient des sessions de formation n'étaient plus exactement les mêmes que celles qui entraient dans les stages. Donc l'action de formation, elle est puissante, quand elle est bien faite, évidemment, elle est puissante. Et puis, il y a également, heureusement, des rôles modèles qui peuvent jouer un rôle extrêmement positif, à la fois par leur action dans les entreprises, dans leur action de création artistique, qui peuvent prouver que finalement cette diversité qu'on a vraiment en tête comme une vertu cardinale, quand elle s'incarne dans une œuvre, quand elle s'incarne dans une œuvre d'art, dans un film, dans une exposition, dans un bâtiment qu'un architecte ou une architecte construit, elle a finalement une valeur d'exemple positif qui entraîne, qui embarque. Et donc c'est pour ça que je crois beaucoup à la force de la culture et des différentes incarnations de la culture pour convaincre que cette diversité est un atout formidable, de même que dans une structure, quelle qu'elle soit, culturelle en particulier, le fait d'avoir à égalité des femmes et des hommes, d'avoir des profils différents qui viennent de lieux de vie différents, qui viennent d'histoires personnelles différentes, ça ne peut qu'enrichir le discours. Et je travaille beaucoup avec les entreprises du jeu vidéo qui expliquent, enfin qui comprennent, et c'est très juste, que quand on confie le pouvoir créatif dans la création même de jeux vidéo à des équipes qui sont composées à 100% de jeunes hommes trentenaires hétérosexuels, forcément, on a à l'arrivée un jeu qui n'est pas forcément représentatif, ni à l'image des joueurs et des joueuses qui vont ensuite l'utiliser. Et donc, qu'introduire de la diversité, y compris dans ces équipes créatives, ne peut qu'avoir un effet positif sur le produit fini qui est le jeu, mais c'est vrai dans toute production culturelle, et donc avoir un impact également positif en termes de qualité intrinsèque et en termes de capacité à toucher des publics qui s'y reconnaîtront
bien mieux et bien davantage. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à une institution comme la nôtre? Mais pour moi, plus important encore, c'est quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants, aux futurs jeunes professionnels ou aux jeunes professionnels ou aux futurs étudiants qui vont venir étudier? Parce que c'est un peu... j'aime pas trop le dire comme ça, mais on compte un peu sur eux parce que c'est eux qui vont créer la nouvelle vague du travail et comment ça va être fait. C'est quoi les conseils que vous pourriez donner, je dis aux étudiants et peut-être aussi un peu déjà à l'école. À l'école, il faut diversifier les viviers. Il faut faire en sorte de tendre vers, je sais bien que ça n'est pas facile, mais tendre vers, par exemple, l'égalité filles-garçons au sein des effectifs étudiants, pour préparer justement cette relève. Et la ministre de la Culture va bientôt annoncer des mesures tout à fait intéressantes autour de ce concept de relève, faire en sorte que finalement ce soit d'autres qui viennent diriger des institutions, des structures culturelles et artistiques. Donc pour préparer cette relève, il faut évidemment que nos écoles, cette école-ci également, se préoccupent de diversifier en matière de genre, mais également en termes de diversité sociale, de diversité géographique, ces viviers de recrutement. Et puis faire en sorte, une fois qu'on est à l'école, de veiller à ce que le cursus que vous proposez soit facilité pour celles et pour ceux qui sont peut-être non pas en décalage, mais en plus grande difficulté, parce que en vulnérabilité économique, parce que en difficulté, je sais pas, mais en difficulté par exemple à pouvoir se loger. Enfin, vous voyez, des éléments très matériels, mais qui peuvent peser lourd sur le déroulement d'un cursus d'études. Et puis également, enfin, le conseil, mais il est facile à donner, hein, peut-être plus difficile à suivre, aux étudiantes et aux étudiants, c'est ne vous interdisez rien. Quand vous êtes, et j'ai été ravie d'avoir Tilay tout à l'heure à mes côtés, quand vous êtes une fille, toutes les filières, y compris les plus techniques et les plus masculines aujourd'hui, vous sont ouvertes. Vous avez les compétences, vous avez le talent. Allez-y. Et ne vous laissez pas impressionner ou empêcher ou détourner de votre volonté de faire, d'agir, d'œuvrer dans ces domaines-là, au prétexte que ce sont des secteurs, encore aujourd'hui, plutôt accaparés par les garçons. Mais il faut également que l'école veille à vous donner toutes les chances d'y accéder et que, ensuite, dans la poursuite de vos parcours professionnels, à ce moment-là, ce soit les secteurs professionnels eux-mêmes et les entreprises qui vous prémunissent contre les risques d'inégalité, inégalité salariale, inégalité d'accès aux professions et au risque de violences sexuelles et sexistes qui, évidemment, constituent un obstacle majeur, et on le voit encore aujourd'hui, à un exercice serein, normal, dirais-je, de l'ensemble des professions. Donc voilà, ne vous empêchez pas et ne croyez jamais, jamais que vous n'avez pas les compétences. Merci Agnès. Nous passons la parole à Eric Dunkéan, qui est derrière le prompteur et puis qui va peut-être prendre les questions donc, du fil Twitch. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais passer la parole à Douglas Dreyfus, qui est notre modérateur Twitch et qui a déjà relevé quelques questions. Bonjour. Alors, nous avons une première question. Doit-on instaurer des quotas pour réduire les inégalités ? Très volontiers. Moi, je suis favorable aux quotas. Et je pense qu'en effet, c'est une mesure qui peut faire peur, mais qui, d'un autre côté, a des effets positifs et des impacts assez immédiats. On le voit d'ailleurs dans un certain nombre de domaines, comme par exemple en politique ou dans le secteur économique, à partir du moment où on a imposé des quotas, par exemple dans les conseils d'administration des grandes entreprises, la loi Rixain, tout récemment, a également imposé des quotas à atteindre progressivement, je vous rassure tout le monde, dans les COMEX des entreprises privées. À partir du moment où on fixe un cap avec un temps raisonnable pour atteindre cet objectif, on voit très vite que ces règles qu'on pose ont des effets, ont des impacts mesurables et très positifs. Alors, dans le secteur culturel et artistique, finalement, sans le dire complètement, en tout cas pas sous cette forme, on a nous-mêmes considérer que
le quota de 50%, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, devait être atteint. À partir du moment où vous avez plus de 50% de femmes dans le champ du ministère de la Culture, rien n'empêche qu'on retrouve ce même pourcentage à la tête des institutions. Et c'est quand je vous disais qu'on avait aujourd'hui atteint à peu près 43% de femmes à la tête des établissements publics, le même pourcentage, 42-43% de femmes à la tête des directions régionales des affaires culturelles, alors qu'elles n'étaient que 25% il y a encore 5 ou 6 ans, c'est qu'on s'est bien fixé cet objectif quantitatif. Alors on l'appelle quota, on l'appelle objectif quantitatif, peu importe, mais en tout cas, se dire que on a besoin d'indicateurs, de mesures qui nous permettent d'évaluer quantitativement le résultat des politiques menées. Parce que sinon, effectivement, on pourra toujours déclarer qu'on est favorable à l'égalité. Si on n'est pas capable de le mesurer en chiffres, ça ne sert à rien. Et donc, en effet, oui, les quotas, la volonté d'atteindre un objectif quantifié en matière d'égalité, mais peut-être demain de diversité, je pense que c'est infiniment souhaitable. Nous avons une autre question. Pensez-vous qu'un jour la parité et l'égalité deviendront un acquis définitif ? Non. Un acquis sans doute, mais définitif, non. Parce que la vigilance s'impose à tout moment, en tout lieu, en tout temps. Et on le voit d'ailleurs, malheureusement, dans beaucoup d'exemples qui sont extrêmement décourageants. Quand on voit que ce qu'on pensait être un acquis définitif, le droit des femmes à disposer de leur corps, par exemple le droit à l'avortement, peut être aujourd'hui, en 2023, remis en cause. Et remis en cause, ou mis en cause, pas dans des pays complètement éloignés de nos valeurs démocratiques d'égalité. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être dans des pays européens de l'Est de l'Europe qui ne sont pas si éloignés de nous. Quand on pense qu'aujourd'hui, le droit à l'avortement peut être remis en question, c'est bien une illustration du fait que finalement, rien n'est jamais acquis. Un autre exemple qui nous ramène à nos secteurs culturels et même à la communication. Vous vous souvenez sans doute que au moment de la pandémie, enfin, rembobinons un peu le film, on avait, non sans mal, mais de manière régulière, atteint un pourcentage de femmes expertes, entre guillemets, se produisant, enfin, appelées à intervenir sur les plateaux de télévision, un pourcentage qui avait bien progressé, et l'ARCOM en tient un compte extrêmement précis dans son propre baromètre de l'égalité. On avait atteint pas loin de 30% dans les années 2017-2018, alors qu'on partait de beaucoup plus bas. Il y avait eu des mesures prises en disant, écoutez les expertes, il y a des femmes très compétentes en matière d'industrie, de santé, de diplomatie, etc. Dans tous les domaines, vous les trouvez, cherchez-les, vous les trouvez. Il y a eu d'ailleurs des outils mis en place, notamment le site Les Expertes, qui répertorie toute une série de femmes extrêmement compétentes dans tous ces domaines-là, qui est mis à la disposition des journalistes en leur disant, voilà, plutôt que de recourir à votre carnet d'adresses qui ne contient que des noms d'hommes, allez donc voir sur ce site et chercher les femmes compétentes. Et donc, ça avait donné des résultats. Et puis, d'un coup d'un seul, pandémie, Covid, confinement, et d'une manière spectaculaire, les femmes ont disparu purement et simplement des plateaux de télévision et on n'a plus donné la parole dans tous les secteurs, de la santé, de la sécurité, etc., qu'à des hommes. Au point que nous avons confié à une députée, Céline Calvez, le soin d'élaborer un rapport sur cette question de la disparition des expertes au moment de la crise et comment faire en sorte que d'un pourcentage de 35%, on soit passé à moins de 10% de femmes sur les plateaux parce qu'il y avait crise. Mais pourquoi ? Les femmes sont tout aussi compétentes en matière de santé, de sécurité publique que les hommes. Simplement, on ne les avait plus invités et donc on ne les a plus vus. Donc, cette question de la réversibilité, je pense qu'il faut qu'on se la pose à tout moment en considérant finalement que les acquis durement obtenus, durement atteints, sont en tout cas susceptibles d'être remis en cause, d'où une vigilance de tous les instants.
Nous avons eu une autre question sur le cinéma. Après les Palmes d'Or décernées très récemment aux réalisatrices françaises Julia Ducorneau et Justine Triet, est-ce que vous pensez que ces succès vont aider la carrière des jeunes femmes réalisatrices en France de manière durable ? C'est une grande victoire. Et on l'a tellement attendu parce que depuis Jane Campion, qu'il avait partagé sa palme, parce que toute seule, elle n'aurait pas pu l'obtenir, on n'avait rien eu. Et c'était quand même une catastrophe de considérer que, à ce niveau-là, de visibilité, dans la reconnaissance de la qualité professionnelle, il ne s'était rien passé depuis cette palme attribuée à Jane Campion. Donc, le fait que Julia Ducournau d'une part, puis Justine Triet, et puis d'autres prix remportés dans des festivals complètement prestigieux, que ce soit à Venise, que ce soit à Berlin, attribués donc à des femmes, ça a jeté une lumière, c'est le cas de le dire, particulière sur ce talent extraordinaire des femmes réalisatrices auxquelles on avait donné les moyens de tourner leurs films. Parce que c'est ça, finalement. Comment primer des films qui ne se sont pas faits parce qu'on a empêché les réalisatrices, enfin, on a empêché, pas Manu Militari, mais on n'a pas donné aux réalisatrices le moyen de les tourner. Donc, oui, grande victoire. Mais, toujours pareil, toujours cette méfiance et cette crainte de la réversibilité, il faut poursuivre le mouvement. Il faut faire en sorte, on le disait tout à l'heure, qu'on passe de 25 ou 26% de réalisatrices à 35, 40, 45%, pourquoi pas 50%. Donc, plus il y aura de films tournés par des femmes, plus il y aura de chances que ces films, d'une qualité certainement au moins équivalente aux films tournés par des hommes, soient reconnus, primés, salués au niveau national, international, et également qu'ils rencontrent, comme on le dit dans le jargon du cinéma, qu'ils rencontrent leur public. Parce que plus il y aura de films tournés par des femmes, plus il y aura de chances que le plus grand nombre de spectateurs et de spectatrices les voient. Donc je pense que c'est un élément de très belle visibilité, mais qu'en même temps, ça doit s'accompagner, ce mouvement de reconnaissance, d'action peut-être moins visible, plus souterraine, mais néanmoins essentielle sur l'accès des femmes à la capacité de créer et aux moyens de créer. On arrive à la dernière question de ce bloc. Comment peut-on agir contre les inégalités pour la diversité en tant qu'étudiant ? Alors, il ne faut pas faire peser sur vous, enfin sur les étudiantes et les étudiants, une responsabilité trop grande. Alors déjà, le premier niveau de réponse, c'est, vous me direz, c'est assez évident, mais peut-être qu'il faut le rappeler, parce que dans nos écoles, en tout cas, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais dans nos écoles culture, on constate encore beaucoup de cas par exemple, de violences sexuelles et sexistes entre étudiantes et étudiants. Donc déjà, ne serait-ce que faire en sorte d'éviter ces comportements et ces dérapages, qui sont quand même des délits pénaux, il faut le rappeler, c'est déjà le premier niveau de garantie d'un environnement de travail et d'études qui soit serein pour chacune et pour chacun. Et puis, on peut également imaginer que des étudiantes, des étudiants jouent à un certain moment de leurs études, sans vouloir trop en rajouter sur leurs responsabilités, un rôle de mentor et un rôle d'accompagnement, de conseil pour celles et ceux qui débutent dans le cursus d'études, voire même, parce qu'on a des cas qui sont très intéressants, d'étudiantes et d'étudiants qui accompagnent des actions dans les établissements scolaires pour expliquer en quoi consistent les études qu'ils et elles poursuivent, afin d'inciter des élèves, je ne sais pas, en seconde, en première, en terminale, qui risquent de ne pas penser que ces études-là sont faites pour elles et pour eux. Donc peut-être que ce rôle qui permet de véhiculer une image positive et ouverte des cursus que les étudiantes et les étudiants poursuivent elles-mêmes et eux-mêmes, ça peut être également un rôle positif de parler des études qu'on suit dans la perspective de métiers dans le domaine de la culture, des médias, de la communication, en faisant en sorte que quand on est plus jeune et quand on est plus tôt dans
le périmètre scolaire, on se dise que finalement, oui, c'est possible aussi et qu'on peut y accéder. Donc voilà, ça peut vous paraître, modeste, mais ce serait déjà beaucoup, parce que sur les étudiantes et les étudiants pèsent quand même beaucoup de contraintes, de craintes parfois, de l'avenir, de l'insertion professionnelle, et donc il ne faudrait pas non plus trop en rajouter. Je pense que nous avons épuisé les questions. Il nous reste à vous remercier, chère Agnès Salle, de nous avoir rendu visite. Je crois qu'on peut vous remercier très chaleureusement. Mais non, merci à vous. Non, merci à vous. Et je vous assure, je veux quand même dire un dernier mot, vous dire que ce ne sont pas des combats faciles, mais que ce sont des combats essentiels et que ce sont de beaux combats. Donc si chacune et chacun d'entre vous qui êtes présents ici ce soir, qui nous verront peut-être plus tard en direct ou en différé, chacune et chacun se convainc de sa responsabilité personnelle, particulière, dans la mise en valeur de ces enjeux fondamentaux de diversité et d'égalité, je peux vous dire qu'on n'aura pas complètement, moi certainement pas, mais vous peut-être non plus, on n'aura pas perdu notre temps ce soir. Merci.